Bonsoir, bienvenue pour cette émission spéciale sur la télé à l'occasion de la première journée suisse de la vidéo numérique qui s'est tenue ce mardi à Lausanne avec 4 intervenants, 2 spécialistes et 2 personnes qui ont à charge des projets concrets au niveau de l'institution. Je vous les présente tout de suite. Il s'agit tout d'abord de Michel Croibier. Bonsoir Michel. Vous êtes directeur et fondateur de la société Dotcast. Avec nous également Charlie Freffel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur de la société Xtendix. Et nous avons également avec nous Frédéric Sardet. Bonsoir. Vous êtes responsable des archives à la ville de Lausanne. Et enfin, Jacques Lacor, bonsoir à vous, responsable vidéo au sein de la banque Pictet. Les présentations sont faites. Quelques mots d'abord, Michel Croibier, sur l'évolution aujourd'hui technologique par rapport à la vidéo. Il y a eu un gap énorme si on compare il y a 5-10 ans en arrière. Depuis, il y a eu YouTube qui est arrivé. Oui, voilà, effectivement, il y a quelques années, il n'y avait pas de YouTube. Faire une vidéo, ça voulait dire avoir une caméra, ça voulait dire avoir des cassettes, ça veut dire avoir beaucoup de batterie, avoir de l'équipement spécialisé, de la lumière. Aujourd'hui, faire de la vidéo, ça veut juste dire avoir un téléphone. Donc il y a quand même une évolution énorme, sachant que diffuser sa vidéo aujourd'hui, une fois qu'elle est faite sur son téléphone, on applique sur partager, sur le bouton YouTube. On ne sait pas où elle va, on ne sait pas qui va la voir, mais on l'a partagée. Ouais. Donc ça va beaucoup plus vite. Et avec cette démocratisation, Charlie Freffel, on se dit peut-être que finalement, puisque monsieur et madame tout le monde peut faire de la vidéo, quelle place ont encore les professionnels comme vous sur ce marché ? Justement, puisque YouTube... Chacun connaît YouTube ou utilise YouTube, mais c'était qu'une question de temps que les entreprises utilisent aussi la vidéo pour la communication en interne. Donc ce que vous faites en privé, mais maintenant dans l'entreprise, et c'est là qu'on met à disposition les systèmes qui sont protégés, qui doivent être protégés, et qui ne sont pas ouverts, ou bien qui ne se financent pas par la publicité comme YouTube. Et on verra justement sur les questions de la sécurisation des données tout à l'heure. Frédéric Sardet, l'évolution de l'usage de la vidéo, je pense que là vous avez un spectre très large aux archives de Lausanne. Quand on regarde ce qui est fait au début du XXe siècle et ce qui vous arrive aujourd'hui au sein des archives de la ville de Lausanne, il y a un fossé. Oui, on est passé effectivement de la pellicule des premières années, des années 30, les premières images qu'on peut avoir conservées, à des productions faites aujourd'hui même, venant de la télé, puisqu'on est en partenariat avec la télé pour leur archivage à long terme des productions. Et pour ce qui est des entreprises, alors Jacques Lacor, je disais, vous êtes responsable vidéo au sein de la banque Pictet. Quelle utilisation la banque Pictet fait de la vidéo ? Communication, principalement. Communication interne et externe ? Interne, de l'intérieur vers l'extérieur. À l'intérieur, en communication verticale, des dirigeants vers les employés. Transversale, en formation continue, en communication interne. Et plus la société est grande, plus elle a besoin de communiquer, et plus les choses vont vite, et plus la conjoncture va vite, plus on a besoin de communiquer, donc faire beaucoup de vidéos. On l'évoquait durant cette journée suisse de la vidéo numérique, la question, l'importance de raconter des histoires, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Michel, ça c'est un élément qui est revenu souvent aujourd'hui. C'est incontournable qu'on fasse de la vidéo à l'interne, ou de la vidéo institutionnelle, ou de la communication, de la pub par exemple. On parle toujours du storytelling. Alors qu'est-ce que c'est que d'abord le storytelling ? Le storytelling, c'est le talent de savoir parler à la personne qui va regarder la vidéo, savoir capter son attention, savoir maintenir son attention et faire passer un message. Ça peut prendre des formes extrêmement diverses dans lesquelles l'originalité est souvent bienvenue. On a vu des exemples où, pour vendre des PC, on utilisait des ombres chinoises. On ne voyait pas un seul PC dans toute la vidéo. Voilà, c'est ça le storytelling. Ça vient de la fiction, ça vient du cinéma. C'est mettre le message en forme, et si possible dans une forme surprenante, attirante. Et dans quelle mesure, Jacques Lacor, chez Pictet, par exemple, on prend en considération cet aspect du storytelling dans les vidéos ? C'est très très important. C'est d'autant plus important quand on a affaire à des spécialistes qui ont un message très précis à délivrer. Si on peut embellir le message ou si on peut, je dirais, ajouter une valeur à ce message-là, c'est fantastique parce que du coup, on a un auditoire qui est captivé, qui sera beaucoup plus demandeur de ces outils vidéo. Pour une banque comme Pictet, on se dit finalement le meilleur moyen de communication, c'est encore personne à personne, physique.
ou alors des brochures. Pourquoi l'utilisation de la vidéo pour la banque? Pour des questions d'immédiateté et d'universalité. D'immédiateté, vous pouvez, au travers de la vidéo, parler à beaucoup de personnes, parler à des personnes très loin, et d'universalité parce que lorsqu'une personne a un message fort, d'aller répéter le même message à 3800 personnes, c'est un petit peu compliqué, c'est long et fastidieux. Tandis qu'avec la vidéo, vous pouvez atteindre tout un chacun immédiatement, rapidement, au bon endroit, au bon moment, voire même à n'importe quel moment. C'est quelque chose de fantastique. Ce boom de la vidéo, Michel Croibier, est-ce que vous le ressentez au niveau de la demande qui est faite auprès des entreprises, des institutions, vis-à-vis de sociétés comme la vôtre qui font peut-être plus appel à vous qu'auparavant? Oui, alors c'est clair qu'au début, notre métier était un métier qui était réservé à de très grandes entreprises qui avaient des besoins en communication auprès de 2000 employés et qui avaient suffisamment d'argent pour mettre en place une émission de télévision, puisqu'il faut bien appeler ça comme c'est, quand c'est une grande émission en live. Et l'évolution aujourd'hui, c'est grâce à l'informatisation, essentiellement, de tous les outils de production. On arrive maintenant à avoir des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Même une caméra, aujourd'hui, on peut faire des films avec une GoPro, ça marche très bien. Et ça a vraiment démocratisé la vidéo en entreprise. Aujourd'hui, les entreprises peuvent réellement bénéficier de la vidéo, même si elles n'ont pas la taille critique qu'elles devaient avoir il y a quelques années. Votre société propose des solutions pour les entreprises qui souhaiteraient mettre en place de la production jusqu'à la diffusion de ces vidéos. Et puis, à l'inverse, Charlie Freffel, vous proposez une plateforme qui permet, c'est assez complexe, une société par exemple qui veut faire une vidéo, vous donnez la possibilité que cette vidéo soit instantanément en différentes langues, avec du sous-titrage par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux liés à la technique de diffusion justement de ces vidéos? C'est assez simple. Je reviens dans le privé, vous allez sur votre browser, vous faites un upload de la vidéo, et elle est distribuée instantanément. Et chez nous, c'est la même chose, mais c'est sécurisé. C'est dans un domaine que vous allez contrôler vous-même en tant qu'entreprise. Imaginez, vous faites une vidéo du PDG qui annonce quelque chose de très important. Vous n'allez pas le mettre sur YouTube, forcément, parce qu'il y a peut-être des informations qui sont discrètes. Jacques Lacor, on parlait tout à l'heure du storytelling, l'importance de savoir parler face à la caméra. Est-ce que c'est des choses qui sont utilisées au sein de votre entreprise? Par exemple, pour les personnes qui interviennent en vidéo, vous les formez? Oui, c'est quelque chose de très important parce que être un spécialiste de son domaine, c'est une chose, on a des spécialistes, mais savoir bien faire passer un message, c'est une autre. Et puis en plus, dans des situations exceptionnelles comme des situations de crise par exemple, ou des conditions un peu adverses, non seulement il faut connaître son sujet, mais le faire passer du mieux possible. Et donc la formation des personnes est quelque chose d'important. Frédéric Sardesque, avec l'évolution, le rapport à l'image avec cette omniprésence de la vidéo a changé auprès du public? Oui, il a évidemment énormément évolué, y compris dans les milieux académiques qui sont finalement un public un peu réticent. Oui, et qui en même temps aujourd'hui intègre dans sa formation tous les éléments liés au développement des nouveaux médias. Il y a les fameux MOOC, ces cours donnés en ligne. Donc nous, dans notre mission, évidemment, de conservation, on n'a pas à se préoccuper, si j'ose dire, de ces éléments de mise en valeur, de storytelling. On ne fait que emmagasiner en quelque sorte le résultat de ces transformations et on essaie de les restituer pour une meilleure connaissance de nos sociétés. Oui, et concernant les archives de la ville de Lausanne, dans les différentes discussions aujourd'hui, cette journée suisse de la vidéo numérique, vous avez évoqué la question du patrimoine. Vous gérez finalement le patrimoine aussi d'une région, en l'occurrence de la ville de Lausanne. C'est un peu les joyaux de la couronne que vous avez entre vos mains au sein de la ville de Lausanne. Oui, il y en a qui utilisent des expressions comme le saint des saints ou je ne sais quoi. On essaie simplement de faire notre travail, qui est de documenter au mieux l'activité d'une région. Et quand je suis arrivé aux archives, il y a déjà assez longtemps, mais disons dans les milieu des années 90, se posait quand même la question de savoir comment on documenterait l'activité du XXe siècle sans parler de son et d'image. Ça semblait absurde de se cantonner au papier. Ou à l'informatique, des bases de données ou je ne sais quoi. Mais pardonnez-moi, est-ce que la vidéo suffit à elle-même ou est-ce qu'il faut accompagner cette vidéo d'un contexte écrit?
Toujours. Comme n'importe quel document. En fait, l'archive, c'est jamais un document que vous sortez du chapeau. On peut avoir un côté fasciné par l'objet dans sa beauté, comme une œuvre d'art. Mais même les œuvres d'art, ça se discuterait. L'archive, c'est vraiment un tout, c'est un contexte, c'est une compréhension des éléments qui ont présidé à sa fabrication, tout autant que le produit fini. Donc nous, on préserve l'information qui doit accompagner la diffusion et la restitution, parce que l'image semble simple, mais si vous regardez les premiers films réalisés sous la licence Lumière à Lausanne, ce sont déjà des films publicitaires. Mais il faut le savoir, il faut le comprendre. Et ça, c'est que par une investigation, par la documentation des objets qu'on conserve, qu'on est en mesure ensuite d'éviter des faux sens, voire des contresens sur des objets. Charlie Freffel, cet aspect de la contextualisation des vidéos, elle n'est pas valable que pour les archives, mais c'est le cas finalement pour n'importe quelle vidéo. Une vidéo d'entreprise, par exemple, si on veut la retrouver peut-être 10 ans après, la simple vidéo ne suffit peut-être pas. Il faut le mettre en contexte avec des documents annexes. Oui, ce sont les données qu'il faut naturellement mettre dans la vidéo, pas dans l'image même, mais on donne une description, par exemple, on donne pas seulement l'année, on peut donner des détails, et après on pourra retrouver cette vidéo, par exemple, émission, date, peut-être de la personne, et encore plus. Et j'aimerais encore mettre en jeu que d'ici peu, il y a déjà aujourd'hui des technologies pour rechercher dans les vidéos à travers un mot. On peut chercher quelqu'un qui a dit Swiss Digital Video Day, et puis l'émission se présente. C'est-à-dire qu'il y a une recherche à partir de mots-clés écrits, ouais, des mots prononcés dans les vidéos. Voilà, exactement. Ok, Jacques Lacor, sur ce rapport avec la vidéo, il y a un élément que vous évoquiez aujourd'hui, c'est un aspect philosophique. Est-ce que vous pourriez juste décrire l'aspect philosophique lié à la vidéo dont vous nous avez fait part? Concernant l'importance du contenu, peut-être c'est de ça que vous parliez, oui. De savoir que quelque chose qui est important aujourd'hui ne le sera pas forcément dans 10 ans. Et à contrario, peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose qui ne nous paraît pas important sera très important. Et c'est important maintenant de rajouter un contenu à ce qu'on filme. Et ce contenu doit être, à mon avis, et c'est un avis personnel, participatif. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir juste une personne qui dit ça, c'est l'autorité qui dit c'est important maintenant, on va l'archiver et ce sera archivé dans ce tiroir-là. Au contraire, les personnes qui participent, les personnes qui ont vécu ce moment-là doivent pouvoir dire voilà, on était là, il s'est passé ça, ça c'est important. Et puis on ne sait pas ce qu'on va en ressortir dans 10 ans, mais tout ce qu'on va mettre autour de la vidéo maintenant, c'est gagné pour l'avenir. Il y a quelque chose aussi, Frédéric Sardet, qui revient sur l'usage de la numérisation des archives. Alors, avant, on avait, par exemple, si on prend la vidéo, justement, on avait des bandes, quelque chose de physique. Si, à l'avenir, on va dire dans 30, 50 ans, on veut retrouver des archives, il n'y a pas la bande physique qui est forcément présente. Est-ce que ça n'a pas des enjeux sur la conservation à très long terme ? Oui, effectivement, mais ça nous renvoie à notre société avec ce système de consommation et d'obsolescence programmée, disent certains, mais en tout cas qui nous met devant des défis coûteux, en tout cas, ça c'est évident, liés aux transformations des technologies, des supports, des méthodes, des logiciels, des systèmes d'interfaçage, de la technologie sous-jacente au codage de l'information pour restituer une image, puisqu'il faut souvent, comme on dit, la compresser, c'est-à-dire lui donner une forme plus, je dirais, plus légère pour être transportée dans les tuyaux de l'informatique. Ça, c'est votre grand défi, c'est de pouvoir garder une qualité acceptable avec une taille qui ne soit pas trop importante. Exactement, et puis de permettre en fait de passer ces informations de génération en génération, parce que notre horizon s'est réduit. C'est-à-dire que si vous prenez des données du Moyen-Âge sur parchemin, bien sûr, elles ont été posées dans des grottes, comme on disait, c'est ce qui était effectivement le cas. On s'y intéressait plus ou moins, mais ça bougeait peu. Si vous faites ça avec nos produits vidéo, nos cassettes, il y a peu de chances que vous puissiez en faire usage dans les 40 ans qui viennent. Et ainsi de suite. Donc ce raccourcissement du temps dans lequel on travaille, de l'exigence de suivi, vraiment d'être attentif, comme accompagner un enfant dans son éducation. Là, on est un peu dans le même modèle de devoir être au chevet de nos données, parce que toute rupture technologique peut devenir catastrophique et vous auriez finalement perdu toutes les années de travail que vous auriez produites, ce qui n'est pas souhaitable.
Michel Croibier, vous nous disiez tout à l'heure l'évolution, notamment l'appropriation par monsieur et madame tout le monde des outils de production vidéo. En quoi cette démocratisation finalement des outils vidéo, par les smartphones par exemple, a une implication sur le travail des professionnels ? Alors, il y a une implication directe dans l'entreprise, c'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui rentrent dans l'entreprise sont des gens qui ont, les jeunes qui arrivent, ont déjà une culture de la vidéo, probablement beaucoup plus que leurs aînés qui y sont déjà. Donc, eux-mêmes sont demandeurs, sont à la fois apporteurs de compétences, de culture liée à l'audiovisuel, mais ils sont également demandeurs. On ne va pas leur dire aujourd'hui, ben voilà, le mode d'emploi pour faire telle chose, ben voilà, il faut lire 14 pages de texte. Aujourd'hui, on va leur proposer une vidéo parce ils ont la culture du tutoriel qu'on trouve déjà sur Facebook, sur YouTube, et on va leur parler leur langage, et du coup, on va être beaucoup plus efficace aussi. Ouais. Et à ce sujet-là, Jacques Lacor, justement, pour la Banque Pictet, sur les formations, parce que vous proposez des formations vidéo, et vous nous disiez que finalement, c'est un peu à la demande. Il y en a qui ont besoin de plus se former, alors que d'autres ont peut-être besoin d'aller plus à l'essentiel, et la vidéo leur permet finalement une formation à la demande. Oui, tout à fait. Et puis, surtout, il faut que la vidéo soit rapide, accessible et tout de suite au bon endroit. C'est-à-dire qu'on ne veut pas regarder 2 heures de vidéo pour trouver juste la manière d'allumer l'ordinateur, par exemple. On veut tout de suite sauter au bon endroit. Et puis, si tout d'un coup, quelqu'un dit il y a 10 manières différentes, eh ben, on veut voir 10 vidéos ou une vidéo, une animation graphique, éventuellement des photos. Il faut que tout ça arrive rapidement, soit tout de suite à disposition. Et puis, de manière simple et compréhensible, sans que ce soit un casse-tête on parlait aussi des anciennes générations, il n'y a pas que des jeunes qui arrivent, qui savent tout de suite comment ça marche. D'autres personnes sont plus traditionnelles sur la manière de lire des contenus. Et justement, Charlie Freffel, il n'y a pas, selon vous, un fossé générationnel entre des personnes d'un certain âge qui n'ont pas cette culture, justement, de la vidéo et des jeunes qui ont baigné là-dedans ? Non, pas du tout. Je suis l'exemple moi-même. Mais vous êtes en même temps professionnel, ce n'est pas le bon exemple. Naturellement. Non, pas du tout. Je crois que les gens étaient utilisés, ou bien sont habitués à la télévision depuis une génération ou plus. Et ce qui se passe, c'est maintenant que la télévision devient privée plutôt, ou bien dans l'entreprise. Donc, ça devient dans tous les domaines comment est-ce qu'on dit une façon de communiquer naturelle, voilà, exactement. Et ça change. Et ça change aussi pour les entreprises qui doivent s'y mettre dans une matière, dans un business qu'ils ne connaissaient pas. Jusqu'à présent, la télévision, c'était vraiment classique, la télévision. Et tout d'un coup, il y a des entreprises qui doivent produire de la télévision, plus ou moins, ou bien faire des émissions. Et ça, c'est quand même, d'avoir le savoir-faire, ça, c'est quelque chose qui est quand même pas si évident. Et les outils de production, justement, alors, Michel, on l'a vu aussi durant cette journée, que finalement, il y a énormément d'outils à disposition pour fournir de la vidéo. On parle bien sûr des caméras traditionnelles, on parle aussi des smartphones, des drones, des fameuses GoPro. Sur cette énorme possibilité de production qu'il y a, est-ce qu'on arrive encore à trouver son compte si un client vient vous voir et vous dit je veux, sur ma vidéo 2 minutes, je veux un drone, je veux un smartphone et puis je veux aussi une GoPro. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors je me demandais qu'est-ce qu'il veut raconter et à qui ? Ça va être ça la première question. Si effectivement il veut faire rêver les gens parce qu'il veut avoir des très belles images, des images aériennes, effectivement la GoPro, le drone sont des très bons outils. Si par contre il veut raconter une histoire plus intimiste, suivant le message qu'il veut faire passer, ben peut-être que là il aura besoin d'une super caméra, d'une 4K pour vraiment transmettre une lumière, des ombres, une texture, des choses beaucoup plus fines. Je crois qu'avant tout, les outils sont là pour supporter le message, pour supporter le contenu. Je crois que si on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut le dire, on peut employer tous les moyens les plus coûteux du monde, on aura un message qui ne passera pas. Et en entreprise aujourd'hui, on a un petit peu ce problème et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup là-dessus. Quand une entreprise se met à faire de la vidéo, les outils sont faciles à utiliser aujourd'hui. Il n'y a presque plus de balance des blancs à faire sur une caméra, ça marche tout seul. Donc oui, sortir une image techniquement correcte, oui. Mais sortir une image qui veut raconter quelque chose, là, il y a toujours un travail à faire. Il y a du coaching, c'est pour ça qu'on travaille sur le coaching avec des personnes dans les entreprises pour, on parlait du storytelling, mais également identifier son message, faire des vidéos pas trop longues, voilà. Enfin, le contenu avant tout.
Et un thème que j'aimerais aborder aussi en fin de cette émission, c'est la question de la sécurité. D'abord sur la question institutionnelle, puis on viendra sur la sécurité de nos propres données et de l'utilisation que l'on fait, notamment de nos vidéos. Charlie Pfeffel, pour une entreprise qui souhaite sécuriser ses données, alors on parle beaucoup maintenant des clouds, mais il y a aussi, disons, quelles sont les différentes possibilités de sécuriser ces données, pas seulement le cloud? Bon, le cloud, c'est une façon de sécuriser, mais naturellement, les entreprises ont l'opportunité d'utiliser le système en interne. C'est-à-dire, ce sera installé dans les systèmes traditionnels qui sont en interne. Des serveurs à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, exactement. C'est le même système qui est en cloud, ce qui a un avantage que l'utilisateur a toujours le même système, qu'il soit en cloud ou bien qu'en interne. Et c'est là qu'on a décidé, tout simplement, cette vidéo est privée, je la fais en interne, ou bien je la publie en interne, et l'autre, je la publie en externe. Et comme ça, on peut choisir. Jacques Lacor, sans révéler de secret, parce que je sais que c'est un sujet très sensible chez les banquiers, mais votre sécurisation concernant justement d'un côté les données bancaires, très sensibles, et les vidéos qui peuvent aussi parfois avoir des données sensibles. Quel modèle vous avez adopté? La première règle, c'est de séparer les choses. Vous ne pouvez pas mettre les données bancaires sur les mêmes tuyaux que les films vidéo. Donc, d'un côté, on a la vidéo, de l'autre côté, on a des données bancaires. D'un autre côté, tout doit être protégé à différentes échelles. Il y a des choses qui sont très sensibles, qui doivent être extrêmement bien protégées, à la fois de l'accès du contenu et d'autre part des personnes qui ont accès à ce contenu-là. Puis d'autres choses sont totalement publiques et on souhaite que les gens puissent y accéder facilement, et à ce moment-là, ça doit être à disposition de tout le monde avec les outils qu'on connaît. Frédéric Sardet, pour la ville de Lausanne, ce patrimoine que vous gérez, au niveau de la sécurité, on pense par exemple à la salle Perego qui a pris feu. Si d'aventure il devait y avoir un incident similaire dans les archives, quelle garantie on a qu'on peut retrouver ces données? C'est un principe de dissémination, de répartition spatiale déjà. On a des jeux de données, si vous voulez, les données de référence, qui sont, contrairement à un document historique qu'on peut numériser, mais qui reste physiquement unique, on éparpille physiquement des lieux de stockage. Alors ça peut être sur des bandes numériques spéciales, ça peut être sur des serveurs ad hoc, de façon à minimiser les risques d'un incident, d'une catastrophe, que ce soit électrique, magnétique ou effectivement un feu, un incendie, une inondation, je ne sais quoi. Michel Croibier, pour monsieur et madame tout le monde, on a tous des données qu'on utilise, des vidéos, des photos, ou même des données sensibles. Quel est le meilleur moyen, même si le risque zéro bien sûr n'existe pas, de s'assurer un maximum de protection? Bon, je dirais que là, la réponse est maintenant assez claire, le cloud. Je dirais que vous avez des offres aujourd'hui, je vais citer quelques grandes sociétés comme Dropbox, Amazon, Google, Apple, vous offrent des solutions qui, dès que vous avez fait une photo avec votre smartphone, la photo est automatiquement uploadée sur le cloud, elle est stockée sur des serveurs redondants. Vous pouvez toujours opter pour l'envoyer chez Apple et chez Dropbox en même temps. Comme ça, si jamais Apple ne va pas brûler, mais Apple pourrait être racheté ou faire faillite, et puis là, les données, on ne sait pas ce qui va en arriver dans ce cas-là, ce n'est pas marqué dans le contrat. Donc, d'avoir en deux endroits, le cloud, c'est plus pratique. On a longtemps dit, avec ces fameuses tours de disques durs qu'on pouvait mettre sur un bureau qui stockait 1 téra de données, on mettait toutes ces photos familiales, ces vidéos dessus, puis un jour, le chien tape dedans, et puis ça tombe par terre, puis il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, clairement, pour le grand public, c'est le cloud. Le mot d'ordre, diversification, même dans justement les différents lieux de stockage qu'on peut avoir. Voilà, on arrive au terme de cette émission spéciale à l'occasion de cette première journée suisse de la vidéo numérique qui avait lieu ce mardi. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, très bonne suite de programme sur la télé. À bientôt.